Dans un instant, ils vont débattre dans le cadre du coup de projecteur avec un sujet particulier. C'est une histoire de point de vue. On le demandera donc à Corinne Tapiro, à Philippe Bourriaki et à Arthur Rouillet, nos trois vraies voix de ce soir, ce qu'ils en pensent. Le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La semaine s'annonce cruciale pour l'avenir de l'Ukraine et donc de la paix dans le monde. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est attendu mercredi ou jeudi à Moscou. Le président russe a répété que les conditions posées par Moscou en vue de la paix restent inchangées. Fin de citation. Mais à quelques jours de la fin de l'ultimatum lancé par le président américain à Vladimir Poutine, le pari de Donald Trump de ramener la paix en Ukraine s'envisage de nouveau. Du coup, les Américains s'interrogent régulièrement sur ses chances d'obtenir le prix Nobel de la paix. Nous vous posons la question sur le compte X. Alors, la voici. Selon l'évolution de la guerre en Ukraine, Donald Trump mériterait-il le prix Nobel de la paix? Vous dites oui à 45%, non à 55%. Ce qui veut dire qu'il y a débat. Pour nous éclairer, Jean-Claude Beaujour, avocat aux États-Unis, président du Forum transatlantique, spécialiste de la vie politique américaine. Mais avant de vous solliciter tous autour de la table, écoutez cette séquence. Lors du mini-sommet américano-africain, le président gabonais Brice Oligui Nguema prend fait et cause pour Donald Trump sur le sujet. Le lauréat pour le prix Nobel de la paix, je ne vois pas d'objection. Sans être prétentieux, je pense que le président Trump le mérite pour les efforts déjà qu'il a fait pour la paix à travers le monde. Et je me situe également dans ma zone, notamment celle de la CAC, où il a ramené la paix entre la RDC et le Rwanda. C'est ma zone de la CAC. Nous nous sommes réunis à plusieurs fois en chef d'État. C'est un accord qu'on n'a jamais pu obtenir dans la CAC. Bon, vous voyez là, c'est une scène quand même forte. Alors, elle se passe... Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous éclairer, Jean-Claude Beaujour, sur cette scène. C'est une journaliste américaine, je crois, hein, c'est micro tendu, comme l'on dit dans notre profession. Il y a pas mal de chefs d'État africains qui sont réunis autour de Donald Trump. Selon vous, Jean-Claude Beaujour, c'était un peu orchestré ou alors les médias sont vraiment pris au jeu et ça les passionne ? Alors, vous savez que toutes les questions sont quand même, tout est assez bien organisé. La communication autour du président des États-Unis et surtout dans le bureau ovale ne se fait pas comme ça au petit bonheur la chance. Donc, il y a de fortes chances d'imaginer que les choses étaient un peu prévues. Cela étant, quelle aurait été la réponse possible du président gabonais? Soyons sérieux, il ne pouvait pas répondre autre chose. Vous êtes devant quelqu'un, en tout cas quand vous êtes invité par le président des États-Unis, on vous demande est-ce qu'il mérite le prix Nobel de la paix, pourquoi ne pas dire oui? De toutes les façons, on va être simple, puisque j'ai compris qu'il y avait d'autres de mes confrères, il y a quand même des règles. La première, c'est que la shortlist, la première liste est arrêtée par le comité Nobel au début de l'année. Donc en principe, la proposition qui a été faite par le Premier ministre Netanyahou ne pourrait valoir que pour 2026, parce qu'en principe, il fallait que cette présentation soit faite en janvier. Pour le président Trump, hein, vous avez... oui. Pour le président Trump, oui. Le président Trump, autant pour moi. Pour le président Trump, soit faite Netanyahou pour Trump, puisque c'est lui qui a présenté notamment lui qui a présenté la candidature. Il y a d'autres personnes, d'autres professeurs d'université qui l'ont fait aussi, donc ça aurait dû être fait au mois de janvier. Bon, alors, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? Il y a de fortes chances que ça ne soit pas fait, donc en principe, il ne serait éligible qu'en 2026. Et puis, le président gabonais ne pouvait pas dire autre chose, il ne se risque à rien, puisque ça n'est pas lui qui décide, le comité Nobel étant complètement indépendant, aussi bien des personnes qui se sont exprimées dans votre reportage, que du peuple américain. Alors, c'est ce que disent hein, d'ailleurs les chefs d'État, mais bon, il en fallait bien un qui commence par prendre la parole, parce que ce n'était pas obligatoire. Il y a le Mauritanien qui, après, a surenchéri également, mais on comprend bien avec ce que vous nous dites, Jean-Claude Beaujour, que tout cela est très bien organisé. Arthur Rouillet, est-ce que ça semble crédible, cette histoire d'avoir un Donald Trump prix Nobel de la paix? Alors, on précise dans la question que ça dépend de ce qui va se passer aussi en Ukraine, hein.
Alors, je pense qu'à Trump, rien n'est possible. Il veut, à mon avis, surtout ramener la coupe à la maison. Non, cela dit, plus sans humour, sans trait d'humour, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet, c'est que il y a en effet la question de l'issue de ce conflit russo-ukrainien et effectivement son implication dedans. Je pense qu'il faut quand même surtout pas limiter l'impact, le rôle de Donald Trump à seulement ce conflit russo-ukrainien. En réalité, aujourd'hui, le rôle qu'il a, il est bien plus global. Il faut pas non plus être complètement dupe. Il est là dans une posture aussi de géopolitique globale. Mais enfin, les pays africains en parlent. Il a pris position sur le conflit au Moyen-Orient, donc il est là, quoi. Ouais. Oui, bien sûr qu'il est là. C'est l'une des plus grosses puissances mondiales. En effet, il a nécessairement un rôle diplomatique et géopolitique. Moi, je pense qu'en réalité, c'est presque plutôt un sujet de rapport de force et avec la Russie et avec la Chine en l'occurrence. Et qu'effectivement, c'est le positionnement qu'il a aujourd'hui, c'est simplement de dire, regardez, j'en suis capable, je suis le meilleur, et effectivement, j'ai la possibilité d'arriver au bout de ce sujet. Oui, tout cela dans le cadre d'une stratégie. Je reviens vers vous avant de solliciter les deux autres vraies voix. Jean-Claude Beaujour, alors vous entendez ce qu'a dit votre confrère, Arthur Rouillet. Il y a aussi cette comparaison avec l'action de Barack Obama qui lui l'avait eu. 2009. Oui, alors c'est vrai. Alors c'est vrai. Vous avez dit modération, pondération de ma part. Moi, je suis toujours très prudent et même à l'époque pour Barack Obama, j'avais trouvé un peu rapide qu'on lui donne le prix Nobel alors que son mandat n'était pas terminé. Donc il faut être. Moi, je suis toujours assez prudent parce qu'on parle de la paix, on parle de sujets importants, on parle de milliers de personnes qui meurent, on parle de choses qui sont dramatiques à travers la planète. Et plus que jamais, notre planète est vraiment en situation difficile. Ce que vient de dire mon confrère qui est intéressant en disant s'il a le prix Nobel, si son pas joue, ça peut être aussi une façon d'organiser le rapport de force avec les Chinois, avec les Russes, etc. S'agissant de la Chine, je peux vous dire que j'étais la semaine dernière même à Pékin et à Shanghai, j'ai vu un certain nombre de responsables chinois. Je pense que ça n'est pas de nature, le prix Nobel de la paix, ce n'est pas de nature à infléchir les Chinois. Je pense qu'il faut se méfier. C'est vrai que les États-Unis comptent dans la relation mondiale dans son rapport avec la Chine, mais les Chinois ne se laisseront pas impressionner par cela. Ils ont des objectifs très clairs et ils continueront cette compétition. Donc je crois en revanche que sur le plan interne, le président Trump veut ce prix Nobel et on peut le comprendre, ça peut aussi s'entendre. Pourquoi pas? Il veut ce prix Nobel parce que n'oublions pas qu'il va rentrer à partir de septembre. On va commencer la campagne de mi-mandat et qu'il a besoin de dire à son opinion publique, vous voyez, j'ai aussi des résultats. La preuve, c'est que sur le plan international, on m'a reconnu, je suis reconnu. J'ai fait aussi bien que mes prédécesseurs. N'oublions pas Roosevelt, n'oublions pas un certain nombre. De toute façon, dans l'art de la diplomatie, et vous en êtes un spécialiste, Jean-Claude Beaujour, chacun y va avec ses arguments. Corinne Tapireau, ça vous semble plausible ou pas? Alors, moi, ce qui me paraît surprenant, et je remercie Jean-Claude Beaujour, que je salue, d'avoir rappelé cet épisode Obama. Obama n'a absolument rien fait pour la paix. Or, le comité du prix Nobel de la paix décide en fonction de l'action, paraît-il, également de savoir si la paix elle est réalisée. Donc pour le moment, l'Ukraine, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que lors de son précédent mandat, on aurait pu imaginer que Trump le reçoive au nom des accords d'Abraham. Parce qu'il a quand même réussi, on peut dire, on peut l'aimer, l'apprécier, pas l'apprécier, il a quand même réussi à faire réconcilier des peuples qui étaient au départ irréconciliables. Et je trouve que c'était déjà plutôt pas mal. Maintenant, dans ce comité, j'allais dire olympique, Nobel, il y a quand même des gens qui ont un mode de vie, qui ont un schéma de pensée, ce sont quand même globalement des Norvégiens. Je ne pense pas que Trump ait des relations exceptionnelles avec les politiques norvégiens qui pourraient faire influencer. Il Après, a finalement, c'est le lobby, quoi, qui est en train de se faire. Il a assez peu de soutien et je sais que la Norvège lui reproche beaucoup de ne pas s'aligner sur les valeurs européennes, qui sont d'ailleurs des valeurs wokistes. Donc, il faut pas. Donc je ne sais pas, s'il pourra le recevoir. La Norvège sur des valeurs wokistes, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai pas eu cette impression. C'est surtout une société scandinave. Non, mais je parle de la société de l'Europe, qui dit les valeurs européennes, qui sont quand même globalement. Écoute, si. Wokiste, non, c'est un peu différent. Je le perçois pas comme vous, moi. Mais vous pouvez le dire, c'est le principe de la radio. Vous l'avez dit. Et je suis pas d'accord avec vous, mais on se l'est dit. Et c'est ça qui était bien. Philippe Bouriaki, sur l'aspect
plausible de la chose? Tout est plausible avec un grand mégalomane comme Donald Trump. Et d'ailleurs, il a quand même ressuscité de la mort politique. Donc tout est possible. Il faut rappeler que en exercice, Donald Trump, s'il le reçoit, ne sera pas le seul. Jimmy Carter, c'est le seul président des États-Unis qui n'a pas eu. C'est les accords de Camp David. Mais Theodore Roosevelt a été dit en 1906, Woodrow Wilson en 1919 et Barack Obama en 2009. Mais Barack Obama, c'était dans le cadre des engagements nucléaires. Des engagements nucléaires, c'est dans ce cadre-là qu'il a bénéficié. Effectivement, il faut que ça soit établi. Il faut qu'il y ait une paix entre deux peuples. Et pour vous, oui, c'est établi. Si par exemple, là, aujourd'hui, je suis désolé. Mais l'Ukraine peut tout changer. C'est-à-dire qu'il joue son destin sur l'Ukraine, mais du coup, ça relance des espoirs pour l'Ukraine. Mais ça, du coup, pas que de l'Ukraine, parce qu'une fois qu'il aura le prix Nobel de la paix, il va accentuer le reste sur toutes les influences qu'ils ont au Proche-Orient, par exemple. Mais il y a un sujet très épineux avec la Chine, c'est Taïwan. Oui, alors il y a ça aussi. Jean-Claude Beaujour, vous vouliez réagir, allez-y. Alors, je voudrais effectivement, pour dire à Corinne que l'Europe, les valeurs européennes, moi je me sens pas rockiste en tant que tel, et pourtant j'ai aussi les valeurs européennes. Cela étant, je pense que Donald Trump, effectivement, il sait campagne, il sait faire cela. Je pense que ce qui se dit à Washington en ce moment, c'est qu'effectivement ce prix, ça se dit aussi, ce prix pourrait aider le président sur un certain nombre de dossiers, mais les choses ne sont pas très claires. Certains disent, oui, ça nous permettrait d'avancer sur un certain nombre de dossiers autres, parce que là encore sur la Chine, je pense que la question de Taïwan, c'est pas le prix Nobel qui fera bouger la Chine pour l'instant. Oui, non, mais on est bien d'accord. Il y a cette histoire d'Ukraine. Alors Trump qui a déclaré que 2 sous-marins nucléaires dont il avait ordonné le déploiement à la suite d'un conflit vocal oral avec Dimitri Medvedev se trouvaient désormais dans la région. Donc il a planté le décor. Il se positionne. Ça réagit au 0826 300 300. Patrick qui nous appelle depuis Livry-Gargan. On est bien sûr en Seine-Saint-Denis. Patrick, je crois que vous êtes marié avec une Ukrainienne. Et donc, évidemment, vous attendez cette semaine avec impatience. Il y a la fin de l'ultimatum de Donald Trump. Il a peut-être un coup à jouer. Est-ce qu'il y a C'est un peu effrayant. Est-ce qu'il y a une espèce d'espoir, Patrick ? Écoutez, en tous les cas, tout est possible avec Donald Trump, il l'a prouvé, puisque, je sais pas, quelqu'un qui s'est réélire président des États-Unis et qui s'est réjoui de l'attaque des Capitoles en soutenant par des tweets des gens qui l'attaquaient, si on met ça sur le papier, normalement, jamais vous pouvez vous représenter. Or, il s'est représenté et surtout, il a été réélu. Donc, tout est possible avec lui. Je pense qu'il vise, au travers du prix Nobel, moi, ça fait plutôt penser à un hochet dans une panoplie à avoir j'ai la totale, j'ai été président des États-Unis, puis en plus, j'ai eu le prix Nobel, un concours de celui qui a la plus grosse collection de distinctions honorifiques. Mais je ne sens pas avoir vraiment conscience de ce que c'est qu'un prix Nobel. Quand vous citiez tout à l'heure Jimmy Carter, il y avait vraiment eu un travail qui, 50 ans après, est toujours viable. Il y a toujours la paix entre l'Égypte et l'Israël. Donc il avait vraiment œuvré Anwar el-Sadat et Menahem Begin. Il avait vraiment œuvré pour quelque chose qui avait fonctionné. C'est ça aussi. Pendant longtemps, ils ont dû dur. Quand vous citez les accords d'Abraham, très intéressant comme analogie. En effet, il avait préjugé à cette organisation d'accords, mais sur le dos des Palestiniens, quelque part, et en oubliant de régler le problème. Or, ça lui est un peu comme un boomerang revenu en pleine tête. Je règle le problème avec les riches, et puis les gens sur place, finalement, par force du destin, ils vont devoir s'adapter, et on s'aperçoit 5 ans plus tard que c'est pire que jamais à Gaza et en Palestine. Donc c'est un peu une victoire impérieuse, surtout que dans son optique de paix à l'Ukraine, pour l'instant, de ce que j'ai vu comme position, cela n'a été que essayer de tordre le bras du plus faible en lui disant mais accepte tout. Et en contrepartie de ce tordrage de bras du plus faible, on aurait pu penser que quelque part c'était le tapis rouge pour que même Poutine puisse sortir par le haut et en grand victorieux en disant j'irai récolter de la conquête, j'ai fait en sorte que jamais l'Ukraine ne serait dans l'OTAN, j'ai gagné. Voilà. Or, je pense que là où il y a juste un petit distinguo à voir, c'est que dans son fondement, ce n'est pas une guerre pour un oblast ou quelques kilomètres carrés en plus. Ouais, on rappelle une région ukrainienne ou un oblast. Voilà, il veut vraiment, je dirais, reconstituer dans son esprit l'Union soviétique, avoir quelque part, pourquoi pas, la Biélorussie, qui, de toute façon, de tout temps, avait eu un siège à l'ONU, mais était
inféodée à l'URSS, et avoir une Ukraine de la même façon démilitarisée, où par le gré ou de force il va finir par mettre quelqu'un sur le gouvernement. Donc je vois mal aujourd'hui arriver avec ne serait-ce qu'un projet qui dans la durée ait la même solidité que l'accord de paix réalisé par ça a le mérite, voilà, ça a le mérite d'Elclair. C'est votre avis. On vous sent en plus très très bien informé sur la question. Merci Patrick. Vous nous appeliez donc de Livry-Gargan 0826 300 300. Donc une fois qu'on a entendu ça, je retourne en direction du téléphone où nous accueille Jean-Claude Beaujour chez lui depuis. Vous êtes où d'ailleurs, aux États-Unis ou en France en ce moment, Jean-Claude? Je ne suis ni en France ni aux États-Unis. Bravo. Pour les États-Unis, mais j'y suis pas encore. Je devrais y être dans quelques jours. Rassurez-moi, vous n'êtes pas au-dessus de l'océan Atlantique. non, pas du tout. Bon, d'accord. Sur cette question-là, il semble quand même que l'intérêt de la situation, c'est que les États-Unis se sont reconcentrés sur l'objectif paix en Ukraine. Est-ce que vous nous le confirmez, ça ? Oui, parce que c'est aussi ce qu'avait vendu le président Trump. Il avait dit à ses électeurs, je serai capable de faire la paix assez rapidement. Et puis, la réaction russe a été pour le moins surprenante. Il a minoré, en réalité, la capacité de Poutine à lui résister. Et là, c'est un sujet pour lui, et il sent bien qu'il faut qu'il reprenne la main sur ce dossier. Bon, allez-y. Il ne faut pas oublier il faut pas oublier que dans le même temps, une majorité des Américains étaient foncièrement pro-Ukraine, un processus qui donnait quand même la part belle à l'Ukraine face à la Russie. Or, on voit bien qu'en réalité, vous venez de dire tout à l'heure en démarrant l'émission que Poutine dit, nous sommes bien d'accord, nos conditions pour pouvoir faire la paix n'ont pas changé. Autrement dit, séculier, il n'y a toujours rien à voir. Et ça, c'est en quelque sorte une humiliation pour Donald Trump qui, de ce point de vue, s'est trompé en pensant qu'il pourrait assez rapidement maîtriser la situation. Bon, mais concluons quand même sur le personnage Donald Trump. Arthur Rouillet, pour aujourd'hui, alors négocier, je ne sais pas finalement si c'est le mot au bout du compte, mais pour évoquer un sujet de paix avec Vladimir Poutine, si on est trop démocrate compatible, finalement ça marche pas. C'est peut-être la force de Donald Trump. Vladimir Poutine adore le rapport de force de toute façon. Donc en réalité, il a trouvé un bon adversaire en face de lui. Je crois que le sujet pour conclure le point que vous évoquiez, c'est quand même l'idée de dire que sur le long terme, il faut voir comment ça va se matérialiser. Est-ce que ça va se faire en effet? Comment ça va se faire et combien de temps ça va durer, dans quelles conditions? Je crois que c'est ça quand même le point. Parler d'un prix Nobel aujourd'hui paraît un poil précipité au vu notamment du contexte, quoi qu'on pense de Donald Trump en l'occurrence. Bon, ça c'est le mot de la sagesse, on est d'accord. Sur l'aspect face à face, Corinne Tapiro, vous nous confirmez que s'il y en a un qui peut parler avec Poutine, c'est bien lui, il n'y a plus que lui. Oui, c'est bien lui. D'abord, j'ai l'impression que d'une certaine manière, ils ont un petit peu le même mode de fonctionnement dans la prise de décision à un moment donné, dans le bras de fer. Et puis, on a quand même Donald Trump qui a un positionnement qui est parfois plus chef d'entreprise que diplomate, quoi. Et évidemment, chaque sortie lui permet de faire quelques sorties pour faire le buzz médiatique, pour se présenter à la population américaine comme agissant dans le sens du mandat qu'on lui a donné quand même. Philippe Bouriaki, vous êtes aussi un spécialiste du rapport de force. Vous êtes un grand spécialiste de sport de combat aussi. La légende le dit. Oui, mais vous avez intellectualisé justement ces pratiques en plus. Ce que montre humainement Donald Trump pour un rapport de force, ça change tout. Complètement. C'est une évidence. Sauf que il a quand même été insulté par Poutine. Rappelez-vous quand il nous a dit justement en Égypte, dans la semaine c'est réglé. Poutine a balayé ça d'un revers de main. Donc il lui a renvoyé un ultimatum qui arrive à son terme à la fin de la semaine. La chance d'un mégalomane, c'est aussi son orgueil. Et quand vous frappez à l'orgueil, il a répondu à Medvedev de façon claire. J'envoie 2 sous-marins, fais ce que tu as à faire. Medvedev sert à ça. C'est l'on l'a déjà ici baptisé. C'est le fou du roi. Il est là pour mettre le feu. Voilà. Complètement. Mais il le fait avec l'accord du roi, du tsar. Sinon, il ne peut pas le faire.
Bon, pour conclure, Jean-Claude Beaujour, est-ce que Donald Trump est un homme qui est dans l'apparence ou quand même dans l'action? Parce que on a bien compris que tout cela était communication, qu'il y avait des intérêts, mais est-ce qu'il est capable, sur un sujet comme ça, de conclure? Alors, je vous ai dit très souvent sur ce même plateau et ailleurs, si Donald Trump est Donald Trump et s'il est arrivé là où il est, c'est pas simplement un homme d'apparence. C'est un homme qui, on peut ne pas l'aimer, c'est un homme qui sait ce qu'il veut et on peut ne pas l'aimer. S'il a dirigé et s'il est au niveau, il a remporté un certain nombre de succès, de résultats. C'est aussi un homme de communication, donc il fait les deux. C'est un homme d'action. Il sait qu'en agissant, il oblige son interlocuteur à avoir des réactions, donc il agit parfois en dehors des règles traditionnelles. C'est aussi ça la diplomatie d'aujourd'hui. On sort des schémas classiques, on sort du multilatéralisme, on sort d'un certain nombre de conventions. Et je ne suis pas en train de dire que c'est cette voie-là qu'il faut suivre, je dis que c'est la radiographie qu'on fait, et dans le même temps, c'est un homme de communication. Il sait que l'opinion publique a son importance, le rapport psychologique avec ses interlocuteurs a son importance, donc il sait jouer sur les deux. Et c'est cela qui est aussi sa force. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat aux États-Unis, président du Forum transatlantique spécialiste de la vie politique américaine. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous nous avez dit 56% non pour un prix Nobel de la paix pour Donald Trump.